Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading. Rassurez-vous, il y a du son, je mettais un peu de temps simplement à ouvrir les micros, donc bienvenue. Alors ce n'est pas une session trading FOMC que nous allons faire maintenant, mais une séance préparatoire, tout simplement parce que clairement tout à l'heure, je pense que la plupart de vos trades seront soit débouclés, soit sérieusement sécurisés. Et notamment pour les positions qui offrent un gain latent suffisamment important pour encaisser un choc de volatilité. En clair, depuis vendredi dernier, il y avait un certain nombre de trades qui étaient envisageables et qui ont bien fonctionné, des trades sur lesquels je vais revenir à l'aide des graphiques en données 4 heures et des possibilités de trades encore peut-être maintenant, peut-être existe-t-il encore une fenêtre d'ici tout à l'heure 19 heures et surtout préparer finalement l'après FOMC, puisque une fois le choc passé, il va falloir connaître à l'avance des points d'intervention sur le FX. Nous allons parler d'au moins une quinzaine de paires de devises à l'aide du graphique en données 4 heures, les indices boursiers, les matières premières, bref, nous allons tout passer en revue dans cette émission Wall Street Insider. Et puis tout à l'heure à 18h45, on se retrouvera d'une part en ayant en tête tous les éléments que nous allons évoquer maintenant, et puis surtout en étant prêt à interpréter le communiqué de presse qui sera disponible à partir de 19h et que nous lirons ensemble sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, commençons bien et commençons par l'euro-dollar et l'USD CHF. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, sur l'euro-dollar depuis, alors ici, vous êtes sur un graphique en données 4 heures. Nous avons un rebond qui a débuté ici à 1,2615 $ la semaine dernière. Alors, depuis, on peut tracer donc cette ligne de tendance. Puis a pris naissance une ligne de tendance avec une pente un peu plus forte, alors un angle d'environ 40 degrés, et qui depuis guide plus ou moins les cours et que l'on retrouve ici sur l'indicateur technique RSI. Nous avons eu ici un pré-signal favorable qui était intéressant ici le 26 octobre et depuis la hausse se poursuit et donc voilà que l'euro-dollar rejoint désormais après avoir pris impulsion ce matin sur 1,2723 $ et il y avait un point intéressant à 1,2720 $ ce matin et le marché maintenant rejoint à 1,2760 $ cette ligne de tendance en place depuis le 15 octobre. Son équivalent sur l'USD-CHF semble déjà cassé. Alors en clair, si son équivalent sur l'USD-CHF est cassé, cela signifie que l'euro-dollar sera en mesure de la franchir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'euro-dollar va accélérer avant le FOMC ou est-ce que maintenant il va tout simplement se poser et attendre à la suite des événements? Ce qu'on va faire ici ensemble, ce sont des scénarios d'analyse technique, purs qui peuvent parfaitement être bouleversés tout à l'heure suite à la publication du communiqué de la Fed. Cependant, nous allons évoquer de nombreux points d'intervention, qu'il s'agisse de points d'intervention à l'achat ou à la vente, qu'il va falloir connaître par cœur avant la production de ce communiqué de presse. Pour le moment, je trouve que l'euro-dollar réagit très bien sur un 27,20 $, soutenu par cette oblique de tendance, qu'on le retrouve sur les cours, que l'on retrouve sur le RSI, avec toujours un rôle précurseur, je trouve, ces dernières semaines, sur la paire de devises USD-CHF, puisque je vous rappelle que ces deux paires sont parfaitement inversement corrélées. Alors voici l'équivalent de cette ligne de tendance que vient de rejoindre l'euro-dollar à 1,2760. Il semble que l'USD-CHF soit déjà en train de la briser. Si l'USD-CHF confirme la cassure de cette ligne de tendance, il peut rapidement retomber sur 0,9390, ce qui signifierait un euro-dollar aux environs des 1,2830, 1,2840 $. Non, si c'est votre question, car je l'anticipe, il n'y a aucun timing pour intervenir à l'heure actuelle. Je m'explique, pourquoi n'y a-t-il strictement aucun timing pour intervenir à l'heure actuelle? Le timing, c'était naturellement vendredi, et puis surtout, c'était encore ce matin. Ce matin, ici en fin de matinée, au moment d'ailleurs du morning meeting, lorsque le marché testait ce support à 1,2720 $. Support à 1,2720 $, dont l'équivalent se trouvait ici, avec cette résistance à 0,9475 francs sur la paire USD-CHF. Il faut quand même être assez clair. Je pense que, clairement, s'il s'agit de trades intraday, j'imagine que, et d'ailleurs c'est impératif, ils doivent tous être débouclés avant la production du communiqué de la Fed. Quitte à revenir ensuite plus tard sur le marché, une fois qu'un bon point sera atteint. Alors maintenant je vais vous dire moi ce qui m'intéresse, finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aurais bien aimé acheter ce matin sur un 27,20, mais clairement moi j'aurais pris direct mes bénéfices à un 27,60. Voilà, un trade de 40 pips, nickel, puisque je ne sais pas après ce qui va se passer.
Voilà maintenant moi ce que je surveille sur l'euro-dollar. C'est davantage en fait l'USD-CHF qui m'intéresse, c'est-à-dire que si l'euro-dollar rejoint ici les 1,2835 $, 1,2840 $, il est possible eh bien, que l'USD-CHF eh bien, attire des acheteurs si ce marché revient tester ici 0,9390. En clair, voici ici les points qu'il convient de surveiller et on constate donc que là en temps réel, l'euro-dollar eh bien, teste toujours cette résistance ici à 1,2760 $. Il y avait donc aujourd'hui une fenêtre d'environ 8 heures pour ce trade d'une quarantaine de pips ici sur la paire euro-dollar. Il y a un certain nombre de mouvements qui sont intéressants, notamment sur le dollar australien. Je vais parler maintenant de l'AUD-USD, du GBP-AUD ou encore de l'euro-AUD. J'apprécie toujours le principe du premier test et c'est pourquoi un support m'intéressait sur le GBP-AUD. Il se situait à 1,81. Le marché l'a testé il y a environ une petite demi-heure et a depuis repris 25 pips. Je n'attends absolument rien de particulier de ce support, si ce n'est le principe du premier test. Et à l'heure actuelle, sur le FX, je ne vois rien d'autre à faire que d'intervenir dès lors qu'un point est testé la première fois. Donc pour le moment, eh bien, on constate que GBP-AUD, qui est une tendance baissière, au même titre que l'AUD-USD monte ces dernières séances, arrive sur 1,81 $ australien. C'est un niveau aussi qui existe sur l'euro-AUD. L'euro-AUD qui revient eh bien, se poser sur un support à 1,4315 ou encore l'AUD-USD qui atteint la résistance à 0,89. Alors, autant on peut s'intéresser au premier test de ce niveau, autant clairement il ne faut pas exclure à terme la capacité de l'AUD-USD à franchir cette résistance et donc du GBP-AUD ou de l'euro-AUD à casser ses supports. Là, je vais avoir besoin d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire que pour me mettre en face de ce niveau, j'ai besoin de divergence. Or, à l'heure actuelle, pas de divergence baissière sur la UD-USD, même en données 4 heures. Pas de divergence haussière sur l'euro-AUD ou le GBP-AUD, même en données 4 heures. En clair, ces niveaux sont importants. On voit que sur le GBP-AUD, cela a généré 25 à 30 pips de rebond, mais j'ai presque envie de dire qu'il faut déjà sortir du trade si vous avez acheté pile poil les 1,90. C'est le principe du premier test. Et on a quand même quelque chose là de puissant sur le dollar australien. Alors maintenant je vais vous montrer la UD-USD et on va essayer de raisonner ensemble. Le marché atteint cette résistance journalière à 0,89. Faut-il la shorter agressivement? Eh bien ma réponse sera non. Pourquoi? Il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. On a un momentum parfaitement haussier, certes il est suracheté, le momentum est suracheté, mais parfaitement dans le sens de la tendance des prix. En clair, momentum et action des prix se confirment. Dès lors qu'il se confirme, la zone de surachat n'a aucune efficacité. En tout cas, ce n'est pas un argument pour vendre. En clair, la UD-USD teste 0,89, mais est en mesure de réaliser une cassure haussière. Personne ne peut la prévoir. Cependant, eh bien, je n'utiliserai pas ce niveau horizontal pour mettre en place une stratégie de vente agressive ici sur la UD-USD. Il y avait un trade intéressant qui était à faire cette semaine, uniquement d'analyse technique, qui a vu la UD-USD casser à la hausse cette ligne de tendance le 24 octobre, effectuer un pullback tout au long de ces séances allant du 24 octobre au 27 octobre. Un pullback intéressant puisqu'on a eu ici de nombreuses reprises pour se positionner à l'achat sur la UD-USD. Et voilà qu'un objectif de cours est atteint. Alors par contre, 0,89, il faut sérieusement prendre des bénéfices si vous êtes à l'achat depuis vendredi dernier ou si vous avez pu vous positionner ici au moment du pullback. Finalement, ce sont les seules règles que je pense pouvoir appliquer là sur ces marchés, à savoir une intervention pile poil au contact d'un point et une prise de bénéfice pile poil au contact d'un point. Alors le marché semble à nouveau confirmer le caractère précurseur de l'USD-CHF en ce qui concerne l'euro-dollar. C'est pour ça que vous devez impérativement utiliser ces deux marchés. Je vous explique pourquoi. L'USD-CHF, regardez, est en train de casser cette ligne de tendance. Et donc, la voici ici sur l'euro-dollar. En clair, si l'USD-CHF est sérieusement en avance sur l'euro-dollar ne fera qu'une bouchée de cette résistance descendante. Et sera donc en mesure de rejoindre ici cette résistance à 1,2830 $. On a donc en amont, à quelques heures de la publication du communiqué de presse de la Fed, un mouvement de baisse sur le dollar américain, mais qui n'est pas récent. Le dollar américain abandonne 1,40% depuis le début du mois d'octobre.
dollar américain a pris 10% sur les mois de juillet, août et septembre, et on abandonne à l'heure actuelle 1,50% sur le mois d'octobre, qui est un mois baissier pour la monnaie américaine. Alors sur cette monnaie américaine, en utilisant notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, on peut imaginer un repli en direction de ce support ici à 10 936 points. Voilà en tout cas comment j'envisage les choses. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'achat sur l'euro-dollar, vous n'avez pas le droit d'acheter maintenant, puisqu'on teste un 27,60. Personne ne sait si ce sera cassé à la hausse, même si ça sent bon, admettons-le. Étant donné que l'USDCHF, lui, eh bien, semble d'ores et déjà enfoncer l'équivalent de cette résistance ici sur l'euro-dollar. Donc, on est dans un trend ici qui est hautement favorable. Tout à l'heure, je vous ai montré ce niveau horizontal de l'AUD-USD et de l'euro-AUD, donc le même ici sur le GBP-AUD. Autant de stratégies qui m'intéressent. Alors autant, moi je conçois le principe d'acheter le premier test des 1,81. Le marché a repris 40 pips. Hop, j'encaisse mes bénéfices. C'était uniquement le principe du premier test, sachant que l'AUD-USD, eh bien lui, est en train de tester cette résistance et qu'il n'y a pas de divergence et que donc ça va passer. L'USD-CAD. Qu'est-ce que vous devez surveiller? Vous devez surveiller indice 80. Alors déjà, un signal de vente a été donné hier en données 4 heures, avec la cassure ici de ce support à 1,12 $. Un signal de force sur le dollar canadien qu'on retrouve à travers les signaux techniques d'achat qui ont été donnés ce matin sur les cours du WTI, du Brent et du gaz naturel. 3 signaux techniques de rebond technique justement sur lesquels je vais revenir. Qu'est-ce qui m'intéresse sur l'USD-CAD? Alors, en clair, je n'ai pas, en ce qui me concerne, envisagé de vendre cette cassure des 1,12, ce qu'a fait Adrian. Par contre, je surveille un niveau d'achat. Alors, peut-être quelque chose à garder en tête pour la suite des événements. J'ai ici une ligne de tendance sur l'USD-CAD qui attrape ces 2 points. Et je surveille donc ce niveau horizontal ici à 1,1080. Bien sûr, le momentum est survendu, mais ce n'est pas suffisant. En clair, le premier test des indices 80 déjà m'intéressera. D'autant plus si à ce moment-là, j'observe la formation d'une divergence haussière. En tout cas, l'USD-CAD est clairement une paire que je surveille, d'une part pour accompagner la baisse en direction des indices 80, mais clairement, lorsque le marché va venir effectuer un test de ce niveau de support, envisager un achat de ce support à indice 80. Donc là, moi je vais l'attendre, ça va tomber dessus, on va voir comment ça se passe. Et alors justement, est-ce qu'on a d'autres équivalents actuellement dans le marché? Il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à surveiller. Je vous ai montré ce 1,81 du GBP-AUD pour attraper 40 ou 50 pips de rebond au premier test. Mais il y a un autre niveau qui au premier test peut générer quelque chose. Il s'agit du niveau des 2,0230 sur le GBP-NZD. C'est un niveau qui m'intéresse car il est renforcé par une ligne de tendance haussière. Par contre, j'ai un œil avisé sur le RSI qui lui rentre en zone de survente mais qui n'offre pas encore de divergence haussière. Alors, je saurais me montrer patient. J'identifie ces points, pas forcément en fait pour aujourd'hui. J'aimerais que la tempête communiquée du FOMC passe et que les cours viennent construire quelque chose ici au contact de ce niveau des 2,0230. Alors, il y a une possibilité que ce niveau soit pulvérisé et que le marché effectue tout simplement un pullback au contact de cette ancienne ligne de tendance et donc carrément revienne tester 2,0115. Dans tous les cas, avant de me précipiter sur ces paires de devises, je veux d'une part un momentum survendu et d'autre part des divergences haussières. Sinon, c'est niet. Au moins des cassures haussières ici de lignes de tendance qui capent cette dynamique de baisse sur le momentum. Donc tous ces points ici qu'on envisage, c'est davantage pour l'après FOMC. Alors, l'USD-CHF confirme sa nature précurseur pour l'euro-dollar. En effet, on retrouve ici sur l'USD-CHF cette ligne de tendance qui est cassée. Et donc l'USD-CHF va tomber comme un couteau en direction de ce support à 0,9390. L'USD-CHF tombe en direction des 0,9390. Cela signifie que l'euro-dollar va être en mesure de rejoindre 1,2825. En fait, rejoindre cette ligne de tendance ici. Il y a un triangle. Je peux même en fait l'enlever. Je l'enlève directement, cette ligne, elle ne sert à plus rien. Et puis voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que les graphiques en données journalières avaient enregistré des précassures de RSI tout à fait favorables à cette hausse de l'euro-dollar.
Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant, d'ailleurs que je vais vous montrer immédiatement ici, en utilisant eh bien, le graphique en données journalières. On avait ici l'équivalent de la ligne de tendance qui se trouve là, que je viens de retirer, le RSI Daily, il avait déjà cassé. Donc plus que jamais, les cassures de RSI sont en avance sur les cassures des prix. Et actuellement sur le Forex, les cassures de l'USD-CHF sont en avance sur les cassures de l'euro-dollar. C'est pourquoi l'USD-CHF est probablement la paire de devises la plus pure pour représenter la perception qu'a le marché de la dynamique du dollar américain. Donc un certain nombre de choses se passent et vous comprenez qu'elles ont lieu en amont du FOMC. Donc en clair, il y avait clairement des possibilités de trade en amont de la publication du communiqué de presse de la Fed. L'USD-CHF, l'euro-dollar, que maintenant je vais attendre l'USD-CHF patiemment à 0,9390 pour l'acheter en fait, et je vais attendre l'euro-dollar patiemment à 1,2840 pour le vendre. L'euro GBP, ça a pris du temps et pourtant, ça n'a pas été impulsif, mais ça a marché. Vous avez eu une idée de trading hier d'Adrian sur 0,7870. Ce que moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce dont je vous parlais hier, la capacité du RSI 4 heures de l'euro GBP à s'affranchir de la neutralité. En clair, à exercer une cassure haussière du niveau des 50 sur le RSI. Ce qu'il a d'ailleurs fait et ensuite effectué un pullback. Donc, là c'est pas mal, on achetait 0,7870, le marché vaut 40 pips de plus. Mais j'ai presque envie de vous dire, voilà, bon, c'est certain que l'objectif c'est de rejoindre 0,7925. On a fait 0,7910. Là aussi c'était quoi? C'était un trade pour 60-70 pips. Mais c'est ça actuellement les trades sur le FX, les trades en swing. Entre 70 et 150 pips. Alors ce n'est pas énorme, c'est pourquoi il faut intervenir pile poil sur les points. Ce que vous aviez largement la possibilité de faire ce matin sur l'euro-dollar lorsque le marché testait ce support horizontal ici à 1,27-23 $. D'autant plus que nous avions l'équivalent avec la résistance ici à 0,9477 sur l'USD-CHF. GBP AUD réagit donc bien pour l'instant sur 1,81. Le GBP NZD, j'attends des divergences haussières 4 heures et un test de ce support à 2,0230. L'USD-CHF, nous en avons parlé, il tombe en direction des 0,9390. L'euro AUD se stabilise sur ce support horizontal à 1,4315. Le GBP USD semble réagir favorablement sur... En fait, le GBP USD, vous avez cette ligne de tendance ici qui est en place depuis le 15 juillet 2014 et qui couvre les cours en fait depuis le test des 1,7175 $. Alors, les cours en fait l'ont cassé hier à la hausse et on a presque l'impression qu'il s'agit d'un simple pullback qui a été effectué ce matin. Cependant, je serai prudent sur le GBP USD étant donné que la livre sterling est plutôt vendue sur le marché d'échange depuis ce matin. Dans tous les cas, j'aurai besoin d'une cassure H4 ici de cette moyenne mobile à 200 périodes sur la base d'une clôture 4 heures pour envisager davantage de progression. Nous vous avons indiqué cette paire de devises lorsqu'elle testait vendredi dernier ce support à 1,6020. Vous y êtes peut-être encore ou vous n'y êtes pas. Dans tous les cas, le timing est malheureusement, à l'heure actuelle, parfaitement inexistant pour intervenir. Alors, GBP Yen, je suis déçu. J'ai entrevu ce matin une légère cassure, mais qui n'est pas... C'est rien passé, ça a baissé de quelques dizaines de pips, ça remonte. Je ne sais pas réellement ce qui se prépare sur les paires en yens, qui restent globalement bien orientés. Je vais vous montrer l'USD Yen qui est parfaitement enfermé dans un certain nombre de choses. Alors d'une part, l'USD Yen, nous avons ici cette ancienne oblique qui attrapait les sommets. Rappelez-vous ici le sommet du 22 mai 2013 ou encore celui ici du 2 janvier 2014. Et en fait, la voici cette oblique. Vous la retrouvez ici en pointillé. On avait ici une micro-diff baissière qui permettait de viser la partie basse de ce canal, ici en données 4 heures. Je vais retirer les données de volume, on y verra plus clair. Et maintenant, regardez dans quoi est enfermé le USD Yen. Il est prisonnier
à la fois de cette oblique de tendance haussière, de cette ancienne ligne qui attrapait les sommets, et surtout de ce niveau horizontal à 108,30, 108,37. Et le voilà parfaitement enfermé, parfaitement anémique. Cependant, la lecture du momentum m'invite plutôt à penser que 108,35 pourrait rester résistance. Alors autant hier j'envisageais un trade pour viser la partie basse du canal, maintenant je pense qu'il y a probablement des choses plus intéressantes à faire sur le FX. Après on peut revenir en effet retester ici 107,70, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Comme opportunité de trading, il n'y a pas grand chose à faire ici. Alors voilà donc la UD/USD, hein, voilà, ça c'est tout à fait intéressant. Et puis, je dois admettre qu'en cours de clôture journalière, la cassure a eu lieu hier en fait, puisque la résistance journalière horizontale en cours de clôture se situait à 0,8840. Donc le signal d'achat en fait a été donné hier soir à la clôture du Forex sur la UD/USD, qui ne teste en fait que la mèche haute ici de cette séance du 9 octobre 2014. Cependant, il est hors de question d'acheter maintenant, comme évoqué tout à l'heure, puisque vous testez une résistance, et que l'euro AUD ou le GBP UED testent eux des supports sur lesquels pour l'instant ils tiennent. Et moi si j'étais à la place d'un investisseur qui s'est porté à l'achat de la UD/USD ici lors du pullback sur 0,8790, je n'hésiterais pas à sécuriser 100 pips de gain, clairement. Tout est possible tout à l'heure et vous avez fait probablement un des plus beaux trades des 4 dernières séances. Acheter 0,8790, le pullback, prendre ses bénéfices sur 0,89. Alors voilà, je voulais vous présenter sur les paires de devises un certain nombre de niveaux auxquels je m'intéresse à un stade précoce pour intervenir lorsque le marché ira précisément les tester. Je vais vous montrer maintenant un autre point. J'utilise toujours cette structure d'essoufflement sur l'euro CHF pour me porter à l'achat dès lors que l'euro CHF teste la partie basse. La partie basse passe désormais à 1,20.49. Attention, il s'agit d'attraper des trades là d'à peine 15 ou 20 pips. Donc c'est extrêmement réduit. Cependant, cela m'intéresse d'acheter chaque test de la partie basse de cette pattern. Donc c'est 1,20.49. Ici. Et enfin l'euro NZD, étant donné que j'attends que le momentum soit survendu sur le GBP NZD, que des divs haussières apparaissent, et bien sur l'euro NZD c'est la même chose, j'aimerais un test des 1,5965, le support à 1,5965 m'intéressera pour une stratégie d'achat, d'autant plus qu'il s'agira du premier test de cette ligne de tendance haussière. J'applique toujours à la lettre le principe du premier test, simplement pour l'inflexion intraday, qui peut parfois se réduire à 30 ou 40 pips et sortir immédiatement avec ses gains. Donc, en plus, on avait eu ici un Marabozu en données 4 heures, un grand corps positif en date du 22 octobre sur l'euro NZD. Donc voilà, l'idée ce serait de revenir tester cette zone des 1,5950, 1,5960. Là, je pense qu'il s'agit de niveaux que vous devez retenir par cœur en amont de la publication donc du communiqué de presse de la Fed. Alors voilà pour le FX, je vous ai livré ma lecture des choses et nous verrons bien maintenant la suite des événements. Maintenant laissez-moi vous parler des matières premières. Il y a actuellement deux choses qui se passent. D'une part, l'énergie rebondit. L'énergie rebondit parce que déjà un certain nombre de contrats étaient survendus. Il y a un parallèle qu'on peut faire sur le gaz naturel, pétrole, Brent, et il existe sur le compartiment des matières premières un arbitrage métaux industriels, métaux précieux. Cet arbitrage métaux industriels, métaux précieux, vous pouvez le voir à travers l'envolée depuis la mi-octobre des cours du cuivre, alors que les métaux précieux se sont montrés parfaitement anémiques. Les choses peuvent-elles changer? Je ne sais pas. Cependant, je vais vous livrer ici ma lecture technique de ces 6 contrats. Cuivre, argent, or, Brent, WTI et gaz naturel. Je vous rappelle que sur le gaz naturel, vous bénéficiez d'un nouveau contrat, CFD, chez FXECM. Qu'est-ce qui s'est passé sur le gaz naturel? Un pré-signal d'achat a été donné le 28 octobre ici, sur ce chandelier 4 heures. Signal d'achat confirmé immédiatement par la cassure haussière de cette ligne de tendance baissière en place depuis le 1er octobre. Pré-signal comme d'habitude sur l'indicateur technique RSI, ici en données 4 heures,
En données journalières, le momentum a cette fois-ci de la marge pour se reprendre davantage. Un niveau horizontal existe ici à 3,73 $ et est en train d'être cassé à la hausse par le marché, ce qui est donc tout à fait favorable et ce qui permettrait finalement d'envisager une hausse de gaz naturel en direction des 4 $. L'analyse technique a été propre, simplement il fallait se montrer patient ici. Je vous montre ici en données journalières, nous avons ici cette belle cassure haussière, presque une sortie de wedge sur le RSI du gaz naturel, et nous avons aussi une sortie de wedge ici, de biseau descendant sur les cours du gaz naturel. Donc on peut envisager une hausse même en direction des 4,10. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire moi sur ce marché? C'est de vous mettre à l'achat en cas de pullback sur cette ancienne ligne de tendance baissière qui représente l'ancienne partie supérieure de cette structure qui s'apparente plus ou moins à un wedge. Bon, en réalité, c'était ou un canal, peu importe. En tout cas, soignez le timing. Soit ce niveau horizontal, ici, à 3,73. Alors, je vais le faire figurer. Voici ce niveau horizontal. Donc pourquoi pas finalement 3,73, mais bon, dans l'idéal ce serait revenir tester 3,67, 3,68. Dans tous les cas, si vous intervenez sur ce marché, le stop je le mettrai sous les 3,60. En fait sous ce chandelier 4 heures ici, qui en fait représentait un pré-signal. L'arbitrage métaux industriels, métaux précieux, nous allons en parler. Je pense que les pétroles sont dans un marché de rebond technique sur lequel je ne m'enflammerai pas. C'est un marché qui reste baissier. On peut parfaitement envisager que le pétrole WTI, le crude WTI, revienne un jour tester le support majeur à 77 $. D'accord, c'est tout à fait possible. Cependant, à court terme, un signal de rebond technique a été donné par la résolution haussière de cette structure triangulaire que le marché construisait au-dessus des 80 $. Ce qui permet de viser une reprise en direction de quoi? 84, éventuellement 85, et guère plus, à court terme. Sur les cours du Brent, le marché sort aussi par le haut d'une configuration triangulaire. Ici, c'est davantage un triangle symétrique. Mais là aussi, il ne faut pas s'emballer, et j'ai presque même envie de dire que le Brent trouve déjà une résistance à 88 $. Alors, certes, le RSI journalier affiche quand même une cassure qui est sympathique. J'ai même presque l'impression que le RSI journalier du Brent serait sorti par le haut d'un vaste biseau descendant. Alors moi j'aime ça, les wedges sur le momentum. Alors bien sûr c'est appréciable, on peut viser la neutralité et finalement on va raisonner de manière purement théorique et reporter l'amplitude de cette pattern. J'en attrape la partie haute, la partie basse au point de cassure. Ça ne me choquerait pas que le Brent soit en mesure de rejoindre, disons, dans le cadre de ce rebond technique, le niveau des 90 $. Donc voilà, c'est intéressant de constater ces signaux de rebond technique sur le WTI, le Brent ou encore le gaz naturel. Maintenant, qu'en est-il du cuivre, de l'or et de l'argent? L'arbitrage défavorable aux métaux précieux, favorable aux métaux industriels, va-t-il prendre fin? Telle est la question. Donc pour essayer d'y répondre, nous allons observer en données journalières les cours du cuivre. Le cuivre réagit bien donc depuis ici les 2,95. Il a fait une belle reprise et revient déjà en fait tester cette résistance à 3,10. Pour la suite des événements, autant vous dire que je trouve la situation compliquée. Le timing n'est en tout cas plus à l'achat. Ça c'est certain. Maintenant on peut simplement utiliser quelques lignes de tendance pour essayer d'appréhender cette reprise. Et au fond, je ne serais pas choqué que le cuivre soit en mesure de rejoindre peut-être les 3,17. Peut-être les 3,17 $. Je ne sais pas exactement ce qui se passera pour l'instant sur ce marché. On retrouve ici donc ce niveau des 3,17. Attention au momentum H4. Nous avons peut-être ici une résistance à 3,10 qui stoppera le mouvement. Alors,
si on envisage que les 3,10 sont au fond un objectif de cours pour le cuivre, est-ce qu'une éventuelle fin de hausse sur le cuivre permettrait à l'argent et à l'or d'attirer les investisseurs? On va les regarder, ces deux marchés, et il n'y a strictement rien d'aussi intéressant que ce qu'on peut avoir sur l'énergie. Certes, l'argent tient pour l'instant toujours cette ligne de tendance haussière en données 4 heures depuis le 5 octobre, mais il ne se passe rien. C'est pas impulsif. J'ai rien envie de faire en fait sur ce marché ici de l'argent. Alors on retrouve ici ce triangle. Est-ce qu'on peut rejoindre la partie haute? Peut-être rejoindre 17,66, mais guère plus. Donc ça reste un range. L'argent, un range triangulaire entre ces 17 dollars et ces 17,70. On voit aussi que l'once d'or il est sous pression depuis la cassure des 1234 et un pullback. Et là on retrouve cet arbitrage qui a été défavorable aux métaux précieux et favorable au cours du cuivre. Alors on revient tester ce support à 1222 dollars, il ne m'intéresse pas. Alors peut-être que ça va devenir, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je crains qu'il cède et que le marché revienne chercher 1205. Donc je ne vois pas grand chose à faire ici sur ces marchés. Des métaux précieux bien sûr. Alors on a évoqué une quinzaine de paires de devises, on a évoqué 6 actifs des matières premières et maintenant les indices boursiers, qu'en est-il? Eh bien je dois admettre mon échec sur les indices américains. Les marchés américains ont connu une baisse de 10%. Baisse de 10% que j'avais anticipée. Mais je n'avais pas anticipé qu'ils soient en mesure en 2 semaines d'effacer 100% de cette baisse. Alors je me suis posé la question, bon après c'est le marché action US, forcément c'est le plus fort de tous. C'est la Fed, c'est la bulle, la matrice, le lapin blanc, tout ce que vous voulez, la pilule bleue. Dans tous les cas, l'analyse technique nous enseigne que ce marché s'est repris avec une des figures les plus imprévisibles, mais aussi les plus puissantes. Il s'agit d'une structure en V-bottom. Tout simplement, lorsque j'associe le choc de baisse avec la phase de reprise technique, je vais vous montrer ici le Nasdaq 100, nous avons un V-bottom. Un puissant V-bottom sur le marché action US. Alors c'est un fait. Comment envisager une telle reprise? Alors certes sur le Nasdaq 100 tout a commencé sur ces 3740 points et j'aurais dû peut-être prendre un peu de recul et peut-être réaliser que lorsque le Nasdaq 100 revenait tester ce support à 3950, c'était un bon timing pour l'acheter. Dans tous les cas, le V-bottom a permis de rejoindre ici ces sommets annuels ici sur le Nasdaq 100 et de revenir chercher cette ancienne ligne de tendance haussière. Deux possibilités. Soit ce soir le marché explose tout à la hausse, réalise de nouveaux sommets historiques et de belles cassures haussières, 4125 sur le Nasdaq 100, 2020 points sur le SP500. Soit en réalité, ça va reverser violemment. Et autant vous dire que je n'en sais rien. Mais absolument rien. Voilà en tout cas une figure technique qu'on ne retrouve pas uniquement sur le Nasdaq 100, mais qui existe aussi sur tous les indices US. Les objectifs théoriques, je m'en fiche des objectifs théoriques, j'ai presque envie de dire. Les objectifs théoriques d'un V-bottom, c'est d'en reporter l'amplitude. Est-ce qu'ils sont faits sur les indices US? Peut-être. C'est pour ça au fond que c'est un peu tard d'en parler. Mais j'ai quand même envie de prendre du recul. Et simplement, on apprend tous de ces phases de marché. Et donc, on les retrouve ici sur le SPX ou encore le Dow Jones. Et mon regret, en fait, sur les indices US, c'est qu'on a eu en effet ce V-bottom. Et on avait surtout cette double cassure de cette ligne de tendance baissière ici, avec un joli pullback que le Dow Jones a fait ici le 27 octobre, et un joli pullback que le S&P 500 a fait ici le 24 octobre. Voilà, le timing maintenant est inconcevable de se mettre à l'achat maintenant, soyons bien clairs, inconcevable. Les objectifs sont faits. Donc j'admets mon échec sur ce marché,
Et j'espère à l'avenir avoir un œil plus affûté sur ces phases de reprise technique des marchés actions US qui sont souvent hyper puissantes. Généralement, le marché actions US, il perdait 5%, il remontait. Il en a perdu 10%. Et je pensais quand même que en ayant perdu 10%, il allait peut-être rebondir, mais pas d'une manière aussi forte que dans la baisse. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ce qui est un peu différent maintenant sur nos vieux marchés actions, que sont les marchés actions de la zone euro et de l'Europe en fait. Alors vous avez tous remarqué ce qui se passe actuellement en Europe. Le CAC 40 et le DAX ne suivent pas le même chemin. Le CAC 40 est même fortement pénalisé puisqu'il ne parvient plus à monter depuis maintenant 2 jours. Pourquoi est-ce que le CAC 40 est bloqué sous 4150 points? 50% de retracement d'ailleurs du choc baissier. Et d'ailleurs c'est même 50% que le DAX et l'Eurostoxx 50 ont testé ce matin. Pour l'instant ça ne passe pas. Eh bien le CAC 40 est un indice très maniéré, très pondéré, et il peut parfois simplement refléter l'évolution de quelques poids lourds. Et aujourd'hui, si vous avez regardé le palmarès du CAC 40, les valeurs bancaires et le titre Sanofi baissent. À eux 4, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole et Sanofi pèsent un bon quart de la pondération du calcul mathématique du CAC 40. Alors forcément, si Société Générale, BNP, Crédit Agricole et Sanofi baissent, eh bien le CAC 40 ne sera pas l'indice le plus performant en Europe, loin de là. Donc c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Et c'est pourquoi ici le CAC 40 est parfaitement plat depuis 2 jours et qu'il évolue entre cette ligne de tendance haussière à faible pente depuis que le marché est sorti. En fait, il y avait des biseaux, on est sorti par le bas et ça a laissé la place à des ranges ou des phases, des phases haussières peu pentues, quoi. Donc voilà, le CAC, il est toujours sous ses 4150, 50% de retracement et la suite des événements, on verra après le communiqué de presse. Il y a des limites à, je dirais, le caractère prédictif des marchés. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait rien à faire depuis 4 jours, puisqu'au contraire, je vous ai montré que sur les dernières séances, il y avait beaucoup de trades qu'on pouvait attraper, notamment sur le FX. Le DAX 30, au moment où nous nous parlons, est pile poil au contact des 50% de retracement du choc baissier qui a eu lieu entre le 19 septembre et le 16 octobre. Niveau d'ailleurs sous lequel bloque le CAC, le DAX donc, ici avec ses 9121 points, ou encore l'Eurostoxx 50. Les 50% de retracement passent à 3044 points. En clair, voici le topo. Les marchés actions américains ont retracé entre 80% et 100% de la baisse. Soit ce soir, ils reversent violemment à la baisse, soit ils explosent tout à la hausse sous forme de nouveaux sommets historiques. Les marchés actions européens ont retracé 50% de la baisse. On est encore donc dans un retracement standard et du point de vue de l'analyse technique, on peut envisager un redémarrage de la phase baissière qui a eu lieu entre le 19 septembre et le 16 octobre. Naturellement, si tous ces ratios de 50% sont cassés à la hausse, en route pour des niveaux de résistance qui se trouvent au-dessus du niveau actuel des cours. Alors voilà un peu le point factuel que je pouvais vous proposer sur les indices boursiers. N'ayant pas de boule de cristal, j'espère cependant que ce cadre vous semble suffisamment clair. Et maintenant, questions-réponses sur les actifs de votre choix. Alors visiteur, première question sur l'indice S&P 500. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure en données journalières, maintenant on va le regarder en données 4 heures. En données 4 heures, vous avez vendu 1992 points. Vous avez bien vendu. Il s'agit d'un trade intraday. Vous avez vendu la partie haute d'un canal à faible pente, qu'on voit bien ici sur mon graphique en données 4 heures. Votre objectif, c'est probablement le support à 1980 et 1973. Vous êtes donc là en mesure de faire un trade gagnant avant le communiqué de presse de la Fed, ce qui est génial. Vous avez 2 possibilités, soit vous prenez vos bénéfices dès lors que le marché teste un support, soit vous conservez votre vente en acceptant le risque. Le risque étant un décalage violent des marchés. Alors bien sûr, si ça coule, vous allez être heureux, mais si ça explose à la hausse, vous allez faire la tête.
Donc voilà la figure qui cadre l'évolution du SP500 depuis le test de ces 1992 points. Alors il n'y a pas une émission à 19h mais c'est à 18h45. 18h45 ce soir. Alors on sortait papier et stylo. Alors la UDCAD, en fait ce qui est gênant avec la UDCAD, c'est qu'actuellement le dollar australien et le dollar canadien ont le vent en poupe. Hein, ils ont le vent en poupe, c'est comme ça. Alors la UDCAD forcément doit être une paire de devises relativement neutralisée à moins que l'une prenne l'ascendant sur l'autre. Et donc, n'ayant pas de graphique prêt, eh bien, nous allons le découvrir ensemble. La UDCAD. En tout cas, j'ai remarqué que depuis qu'on vous propose notre nouvelle grille tarifaire, vous avez assez sérieusement élargi les paires de devises sur lesquelles vous intervenez. Vous avez raison, les spreads maintenant sont très réduits, même sur ces paires alternatives. Alors sans surprise, la UDCAD quand même progresse, hein, faut pas se mentir. Mais bon, c'est d'un point de vue graphique, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est neutralisé. On voit quand même que la UD prend le dessus sur le CAD, ça c'est certain. Donc si la UD continue son petit bonhomme de chemin, rejoindre 0,9950. Mais bon, le trade hebdomadaire du dollar australien, c'était la UD-USD. Il y avait 110 pips. Le pullback 0,8790. L'objectif de cours, c'est maintenant. L'objectif de cours est fait. Après, en étant hyper agressif, on encaisse sur 0,89, on paye les 1,4315 de l'euro AUD, enfin plutôt les 1,81 du GBP AUD, mais on sort avec 50 pips de gain. Et alors là, vous avez tout attrapé, quoi. Et finalement, c'est le GBP AUD qui réagit le mieux, mais c'est uniquement le principe du premier test. Premier test, on paye, on sort avec 50 pips. En tout cas, c'est mon conseil. Mais la réaction est sympathique pour l'instant. Finalement, j'ai presque envie de dire qu'en clôturant un trade gagnant sur l'une, on peut prendre l'autre dans la foulée. Alors l'EuroCAD, si mes souvenirs sont bons, revient tester une ligne de tendance. Alors, je vais l'ajouter tout de suite. Je l'avais regardé tout à l'heure, je vais tout de suite vous le commenter. Bon, comme ça, au moins on a, je sais pas combien de paires de devises tout à l'heure, donc on aura l'embarras du choix. Alors l'EuroCAD, j'apprécie la réaction. Alors, quoique, je me demande si en fait ça n'a pas été cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose à attraper là-dessus? C'est complexe, hein. Autant je trouve les niveaux sur la UD, honnêtement, ça va être un peu complexe, hein. Là maintenant, 1,41, 1,43. Est-ce qu'on stabilise sur un retracement? Ouais, on tient un 42, 61,8, mais c'est un peu bancal, hein. C'est un peu bancal l'EuroCAD. J'ai l'impression en fait que c'est juste un pullback par rapport à cette ligne de tendance qui a été brisée. Bon, c'est sur la base d'un graphique 4 heures. Je ne ferai rien au niveau actuel des cours, mais rien du tout. Vraiment rien, rien de rien. NZD, USD. Alors notre ami le NZD USD, c'est comme le GBP NZD et l'euro NZD. J'attends le GBP NZD et l'euro NZD sur des niveaux de support un peu plus bas. Je veux des dives haussières au moins 4 heures. Le NZD USD, regardez cette ligne de tendance 4 heures sur le RSI, elle est juste géniale. Tant que cette ligne de tendance tient, c'est invendable. Il est interdit de le vendre. Le marché a réintégré cette ancienne ligne de tendance qui avait été cassée, ce n'était pas un drapeau. On a à la fois une ligne de tendance sur les cours et sur le RSI. Moi je fonctionne avec ma stratégie de trading qui est de voir dans les cachures de RSI des signaux précurseurs. Pour l'instant, RSI confirme les prix. Tant que le RSI confirme les prix, le NZD-USD peut revenir rechercher les 0,8030, voire même les 0,8050. Je changerai d'avis si je vois une div apparaître avant ça. Mais pour l'instant, ça confirme, c'est bullish.
Alors, voilà. Alors Laurent, eh bien bientôt on vous proposera un suivi sur les actions. Vous vous gavez donc sur Sanofi, etc., etc. Eh bien oui, bientôt, j'espère. Laurent, ouais, non, c'est une façon de parler. Alors, tout à l'heure, j'espère que vous serez avec moi, donc je vais vous donner quelque chose à d'ores et déjà avoir d'ouvert sur votre PC. Là, je vous donne le lien du site de la Fed. Regardez cette page. Regardez ici la ligne du 29 octobre. Il y aura un bouton ici, Statement, qui va apparaître, et je le remarque à tous les coups, pile poil à la seconde près. À 19h01, il y aura le bouton Statement. On va cliquer dessus, ça va nous ouvrir un PDF, et on va aller directement au paragraphe qui évoque les montants du quantitative easing numéro 3. Donc comme vous, je vais découvrir les chiffres tout à l'heure. D'accord? Donc on fera ça ensemble. Alors Noëlla, vous me posez une question sur les indices boursiers, je les ai déjà bien évoqués, et je n'ai pas de boule de cristal. J'ai bien sûr un biais qui est celui de la baisse. Alors, voilà. Alors, attention au copper, hein, 3,10 c'est une résistance. Dans l'esprit, il y a peut-être une div là, donc si vous avez payé le copper, moi, l'extension à 3,17, je ne sais pas si le marché peut y aller. 3,10, c'est un objectif de cours. Moi, si j'étais un trader et si j'avais une position longue du copper, je prendrais quelques bénéfices. 3,10, c'est pas n'importe quoi. Peut-être qu'on ira à 3,17, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une résistance et un début de div, voilà, méfiant. Par contre, les pétroles, c'est juste parfait. Hein. Et puis donc, le gaz, là, il est en train de faire une cassure haussière des 3,73. Je dirais que votre seule chance, c'est d'acheter un pullback sur 3,73. On retourne tester 3,73, vous payez, stop sous 3,60. Et voilà. Bien sûr, ce sont des conseils à titre purement indicatif. Hein, je vous le rappelle, c'est peut-être indiqué dans le disclaimer du début. Alors voilà, je vous ai livré ma pensée sur pas mal de pertes de devises, sur des points à surveiller à un stade précoce. Nous utiliserons tous ces points tout à l'heure et nous préparerons, alors pas forcément des trades tout à l'heure, mais les trades de demain, les trades de jeudi, les trades de vendredi. D'accord? Voilà, je vous remercie. Rendez-vous à partir de 18h pour des rappels théoriques sur le money management et à 18h45 les choses sérieuses. Soyez nombreux. Merci à tous.